Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Nantel. Le système de détournement de richesse en faveur des anglophones qui existe au Québec même et dont on a parlé dans la dernière vidéo existe bien sûr dans le reste du Canada où les francophones n'ont aucun contrôle. Le maître d'œuvre de ce système de détournement est bien sûr le gouvernement fédéral qui est installé à Ottawa, une ville dont la position géographique est tout à fait emblématique du système de détournement dont on parle. À quel endroit, dans un pays comme le Canada qui est vaste comme l'Europe, a-t-on construit la capitale? Il faut savoir que quand le choix de l'emplacement a été fait au milieu du 19e siècle, tout le monde avait en mémoire les deux invasions américaines de 1776 et 1812 et tout le monde voulait mettre la capitale en sécurité. Alors le choix aurait logiquement dû se porter sur la ville de Québec, qui était la première capitale, qui a été la première capitale du Canada et qui était située près de l'océan Atlantique comme la ville de Washington aux États-Unis. De plus, Québec était situé loin de la frontière américaine, derrière les Appalaches et au nord du fleuve Saint-Laurent. Donc le gouvernement fédéral aurait été bien protégé dans la ville de Québec. Mais les Canadiens anglais ont montré un grand souci d'équité. Ils avaient peur que le choix de Québec favorise un groupe national aux dépens de l'autre. Alors ils ont rejeté la candidature de Québec. Le choix aurait pu se porter sur Montréal ou Kingston, deux anciennes capitales du Canada également, et qui étaient situées à des points stratégiques du territoire. Mais ces villes-là étaient vraiment trop près de la frontière américaine et pouvaient facilement être prises par des coups de main militaires rapides. Alors le choix s'est finalement porté sur la région de Ottawa-Gatineau. Gatineau aurait été un très bon choix pour mettre une capitale, étant donné que ça aurait forcé les Américains pour l'attaquer à traverser un fleuve et une rivière. Or, il faut savoir qu'un cours d'eau, c'est un lien lorsqu'on se déplace parallèlement à ses rives, mais un obstacle quand on se déplace perpendiculairement. Pour une armée, c'est toujours long, difficile, coûteux et surtout très dangereux de traverser une rivière parce qu'on utilise un autre moyen de transport pour déplacer les soldats, ça ralentit l'armée, ça divise l'armée, ça l'expose. Alors Gatineau aurait été un très bon choix pour protéger la capitale. Mais il y avait un problème avec Gatineau. C'est qu'en 1857, tout le monde savait que l'union des deux Canada avait été un échec et qu'il faudrait tôt ou tard recréer le Bas-Canada, c'est-à-dire le Québec, avec sa frontière historique qui passait à travers la rivière Outaouais. Ce qui aurait signifié qu'une capitale bâtie à Gatineau aurait généré des taxes et des impôts dont aurait profité le Québec. Or, les Canadiens anglais, dans leur souci d'équité, préféraient que la capitale soit construite sur la rive sud de l'Outaouais, même si elle était plus exposée aux coups de main américains, tout simplement parce qu'ils voulaient que les taxes et impôts dont on parle soient payés à l'Ontario et non pas au Québec. Avant de décrire le système de détournement de richesse orchestré par le gouvernement fédéral à Ottawa, il convient de faire certaines remarques importantes. D'abord, les détournements faits au Québec au 18e et 19e siècle étaient proportionnellement beaucoup plus importants parce que la population était plus petite, plus pauvre et qu'elle payait alors des taxes indirectes, c'est-à-dire des taxes qui étaient cachées dans les prix de vente des produits de consommation courante, ce qui défavorisait les plus pauvres, c'est-à-dire les Québécois, par rapport à leurs voisins anglophones. L'excuse qu'on présentait alors aux Québécois pour leur faire payer une grande partie des infrastructures du reste du Canada, c'est qu'ils faisaient partie de la Fédération et qu'ils devaient payer leur part comme tout le monde au prorata de la population. C'était faux. Les Québécois n'avaient absolument pas besoin de ces infrastructures et surtout pas de ces dépenses, étant donné qu'ils n'ont jamais beaucoup été dans les autres provinces du Canada, que ce soit par affaires ou autrement. Les Québécois possèdent un territoire naturellement favorisé. Le Québec est à la tête d'un bassin hydrographique immense qui sera en fait jusqu'au fond des Grands Lacs. De plus, l'essentiel du territoire habité au Québec, ce sont les basses terres du Saint-Laurent, des territoires qui, leur nom l'indique, sont de basse altitude et presque au niveau de l'équipotentiel océanique. Cela fait que les Québécois ont toujours eu un accès facile et direct à l'océan et à tous les autres peuples du monde. Depuis, les basses terres du Saint-Laurent sont plates et allongées, ce qui fait qu'on n'a jamais eu besoin de faire d'énormes dépenses d'infrastructures pour développer l'économie du Québec. Montréal occupe une position stratégique tellement naturelle qu'elle est à la tête de 5 corridors économiques différents. Quant au Québec, c'est un pays de passage naturel qui fait que les infrastructures bâties par le fédéral au Québec ont toujours servi aux Québécois, mais également aux populations de toutes les provinces voisines. Alors que les infrastructures artificielles, complexes et coûteuses qui ont été construites en Ontario, dans les provinces de l'Ouest ou dans le Grand Nord, ont servi aux populations locales, mais à peu près jamais aux Québécois. Ce sont les autres provinces qui ont besoin du Québec et pas l'inverse. C'est Terre-Neuve qui a besoin de traverser le Québec pour vendre son électricité aux États-Unis. Ce sont les Maritimes qui ont besoin de traverser le Québec pour communiquer avec l'Ontario. C'est l'Ontario qui a besoin du
du Québec pour communiquer avec les maritimes ou avec l'Atlantique, et ce sont les prairies qui ont besoin de notre voie maritime pour exporter leurs grains. Malgré tout ça, vous allez voir à quel point le gouvernement fédéral a su se montrer économe dans ses dépenses d'infrastructures au Québec, alors qu'il a très bien su forcer les Québécois à investir une grande partie des petits profits qu'ils généraient par leur travail pour développer les infrastructures du reste du pays. Des investissements qui encore aujourd'hui génèrent d'immenses profits dans le reste du Canada, mais à peu près rien au Québec. On va maintenant voir ça plus en détail. Il y a eu une révolution des transports au début du 19e siècle. C'est à ce moment-là qu'on a vu apparaître les chemins de fer et les canaux. À cette époque-là, l'invention de la machine à vapeur a permis d'utiliser l'énergie du charbon pour bâtir des espèces d'échelles à bateaux, c'est-à-dire des canaux et des écluses qui permettaient de relier à l'océan Atlantique des vastes surfaces plates mais surélevées des grands lacs nord-américains. La même chose est arrivée avec les chemins de fer qui utilisaient des équipotentiels artificiels, c'est-à-dire des ponts pour passer par-dessus les vallées, des tunnels pour passer en dessous des montagnes, pour relier les prairies du centre d'Amérique du Nord au commerce mondial. Comme les lois n'étaient pas encore adaptées à la révolution industrielle, ces développements ont été beaucoup financés par un appauvrissement effroyable des classes les plus pauvres. Au Canada, c'était souvent des Québécois francophones. Ceux qui connaissent l'histoire industrielle du Canada savent que le gouvernement fédéral est intervenu massivement, régulièrement pour aider, supporter, financer, acheter ou revendre les compagnies de chemins de fer et de canaux quand les industriels canadiens-anglais étaient en difficulté financière. Je ne vous noierai pas sous un déluge de chiffres, même si je fournis une bibliographie détaillée à la fin des vidéos. Il suffit de savoir qu'à chaque époque, les sommes transférées par le fédéral aux entreprises privées étaient colossales selon les standards de chaque époque. Pour donner quelques exemples, ça a coûté au moins 155 millions de dollars de 1867 pour construire les trains du Canada avant la Confédération. Le financement public était tellement important que les journalistes d'alors disaient que c'était un risque public et un profit privé. Une autre centaine de millions de dollars de 1885 ont été dépensés pour construire la voie ferrée qui reliait l'Est du Canada à la Colombie-Britannique, ce qui était le plus long chemin de fer du monde et un exploit d'ingénierie d'envergure mondiale. Dernier exemple, c'est qu'à la Première Guerre mondiale, le gouvernement fédéral a repris à son compte les dettes des chemins de fer privés pour un montant total de 2 milliards de dollars de 1914. Au Québec, les détournements ont commencé au Québec même, au 19e siècle, parce que les rapides de la Chine empêchaient les bateaux d'accéder au Grand Lac. Alors on a construit le canal de la Chine, plusieurs chemins de fer et notamment le pont Victoria qui était une autre merveille technologique de son époque. Toutes ces infrastructures servaient à traverser le Québec et à désenclaver l'Ontario. En Ontario même, le gouvernement du Canada a dépensé beaucoup d'argent pour bâtir le Parlement d'Ottawa, la ville d'Ottawa, le canal Rideau et plusieurs chemins de fer. L'Ontario elle-même, au Canada d'alors, s'est lourdement endettée pour se doter des infrastructures dont elle avait besoin, alors que le Québec avait très peu de dettes parce que des infrastructures semblables n'étaient pas nécessaires pour développer le territoire. Quand ils ont vu ça, les Canadiens anglais ont décidé de régler le problème d'endettement de l'Ontario en éliminant tout simplement le Québec pendant un quart de siècle. Ils ont créé l'Union des deux Canada en 1841 qui regroupait le Bas-Canada, le Québec, qui n'avait pas de dette, et le Haut-Canada, l'Ontario, qui amenait 93% du total de la dette dans l'Union. Cette dette-là a été payée évidemment au prorata de la population. Or, il faut savoir que le Québec avait alors 59% de la population canadienne. Le Canada uni, en 1841-1867, a continué de faire des dettes pour développer l'Ouest, pour aboutir à une dette commune de 94 millions de dollars en 1867. C'est peu connu, mais les Québécois ont également été taxés pour payer les dettes de l'île du Prince-Édouard et de la Colombie-Britannique quand ces deux provinces ont rejoint la Confédération canadienne. Maintenant, si on se penche sur les cartes des infrastructures construites au Canada, on voit que les détournements sont tout à fait flagrants. Par exemple, les chemins de fer qui ont été construits avant 1867, on peut ajouter les canaux construits à cette époque-là, montrent que le déséquilibre est tout à fait flagrant entre ce qui a été construit en Ontario et ce qui a été construit au Québec. Ça a été la même chose pour le chemin de fer de la Colombie-Britannique, puisqu'à peu près rien n'a été construit au Québec, même si ce dernier a payé au moins 40% de la facture. Ce petit jeu-là a continué jusqu'à l'époque moderne où le Canada anglais se retrouve avec un réseau de voies ferrées extrêmement complet, alors que ce qui a été construit au Québec était l'essentiel qui permettait à un peu tout le monde de traverser facilement la province.
Le même genre de déséquilibre se retrouve au niveau de la route transcanadienne qui est dédoublée un peu partout au Canada, sauf au Québec. Dans le cas de la voie maritime du Saint-Laurent, on peut lui associer 4 détournements majeurs. Le premier, c'est le fait que c'était un projet d'ingénierie qui visait à désenclaver l'Ontario et qui a été payé à 72% par le gouvernement fédéral et donc à 21% par les contribuables québécois. Le deuxième détournement, c'est le fait que les dépenses faites au Québec pour la voie maritime du Saint-Laurent, les écluses, les fonctionnaires, le dragage, etc., ça fait partie des dépenses fédérales qui sont dues au Québec. Or, ces dépenses-là servent beaucoup plus à l'Ontario qu'au Québec. Le troisième détournement concerne le fait que les bateaux qui paient des frais de transit lorsqu'ils passent par le canal de Panama ou le canal de Suez traversent le Québec sans lui payer de redevances. Les petites redevances payées vont au gouvernement fédéral. Le quatrième détournement dont on parle, ça concerne les fameux ponts de la voie maritime. Si le pont Champlain, le nouveau pont Champlain, va coûter 5 milliards de dollars, il va être financé par le gouvernement fédéral par voie de péage qui vont être imposés aux automobilistes québécois. Alors pourquoi le pont Champlain est-il si coûteux? C'est parce qu'il est très haut. Pourquoi est-il très haut? Parce qu'il y a des bateaux qui passent en dessous. Alors qui va payer? Les bateaux à destination de l'Ontario? Non, uniquement les automobilistes québécois. Il ne faut pas oublier qu'il y a 7 autres ponts et tunnels au Québec qui engendrent la voie maritime et qui sont tout aussi coûteux. Au fil des décennies, il y a eu tellement d'infrastructures payées par le Québec au bénéfice de l'Ontario que 5 des raffineries de Montréal ont fini par fermer. Les élévateurs à grains du port de Montréal ont été abandonnés. Beaucoup de nos sièges sociaux, nos centres de recherche, nos services financiers et même la Bourse de Montréal ont été déménagés à Toronto. Ça a été exactement la même chose avec l'usine de GM de Boisbriand qui a été déménagée en Douce en Ontario où sont désormais fabriquées les fameuses Camaro. Tout ça, ce sont des gros salaires qui ont été subtilisés aux travailleurs québécois. Ce que je vais vous dire maintenant, c'est presque incroyable. La logique économique dirait que quand les Canadiens se rendent en Europe, les avions devraient partir de Toronto, se poser à Montréal pour faire le plein de passagers, pour ensuite continuer en Ontario, jusqu'en Europe. Or, c'est pas ça qui se passe. Un voyageur montréalais qui décide de se rendre en Europe par un vol d'Air Canada doit payer un avion pour reculer à Toronto et doit ensuite payer un autre avion pour revenir survoler la région de Montréal pour ensuite continuer jusqu'en Europe. Trompez-vous pas, les deux voyages inutiles sont payés par le consommateur québécois à qui personne ne fait de cadeau. Le même genre de folie se retrouve au niveau du transport maritime, puisque la plupart des grandes compagnies canadiennes ont délocalisé leurs entrepôts et leurs centres de distribution dans la région de Toronto. Ce qui fait que beaucoup de conteneurs arrivent à Montréal, continuent tout droit, se rendent au centre de distribution de Toronto où ils sont ouverts et d'où on renvoie à Montréal les produits destinés au marché québécois. Encore une fois, c'est le consommateur québécois qui paie les deux voyages inutiles. On pourrait ajouter à ça les dépenses des bases militaires canadiennes qui sont faites d'une façon disproportionnée dans les autres provinces et qui sont si importantes pour le développement des régions éloignées. Le Québec a 23% de la population canadienne, mais il a seulement 3 bases militaires sur 23 pour un grand total de 13%. On pourrait parler également du pipeline Sarnia-Montréal dont on veut inverser le flux et qui apparemment ferait traverser le territoire du Québec par du pétrole albertain sans payer de redevance. Ce serait un des rares endroits sur la planète où du pétrole traverse un territoire sans payer de redevance. Partout, sauf au Québec. On pourrait aussi parler de la fameuse ligne hydroélectrique sous-marine que Terre-Neuve est en train de construire pour contourner le Québec et aller lui faire concurrence sur les marchés américains. Une ligne qui est beaucoup plus longue que le tracé alternatif qui aurait passé à travers le territoire québécois. Cette ligne hydroélectrique va être financée en grande partie par des taxes du Québec, étant donné que le gouvernement fédéral a donné une garantie bancaire à ses constructeurs. Trompez-vous pas. Une garantie bancaire, ça vaut beaucoup d'argent. C'est pour ça que les banquiers la demandent. On pourra ajouter encore le fameux train à grande vitesse qui est censé équiper un jour le corridor Québec-Windsor, mais pour lequel, au Canada anglais, il est de plus en plus question d'abandonner le tracé Québec-Montréal, le tracé québécois, qui est jugé peu rentable, de façon à ce que l'essentiel des investissements soit fait en Ontario. Tous ces multiples exemples montrent que c'est vraiment très payant de rester à l'intérieur de la Fédération canadienne. Vous pouvez distribuer, comme d'habitude, cette vidéo largement dans vos médias sociaux. Je vous en remercie à l'avance et je vous salue.